Bonsoir. Bienvenue à cette rencontre avec Madame Brigitte Lahaye qui ne va pas tarder. Juste pour vous donner le déroulement, donc je vais lancer le débat. Il n'est pas impoli d'interrompre, donc si vous avez des questions, des remarques, ce style de choses, donc il y a un micro qui circule dans la salle, donc n'hésitez pas, voilà, soyez poli, levez la main et on vous passera le micro. Voilà, donc bah écoutez, moi je suis très content, voire même très très ému, donc d'accueillir Madame Brigitte Lahaye. Bonsoir. Alors on y va, c'est parti. Quand vous avez débuté dans le cinéma, moi je cloisonne pas, je n'aime pas trop parler de cinéma X et de cinéma traditionnel. Voilà, je trouve que c'est du cinéma. Donc quand vous avez débuté dans le cinéma, vous avez débuté comme doublure et vous avez fait des inserts. Une fois. Là, pas le premier. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous pouvez Alors, comment êtes-vous arrivé, en fait En fait, je suis montée à Paris, comme on dit, avec ma sœur. Et puis, j'avais envie d'être mannequin. Et en fait, on me disait, bah non, vous avez trop de poitrine. Voilà. Bon, bah, c'est vrai, hein. Et un jour, je vois une annonce dans France Soir où on disait on recherche mannequin avec forte poitrine. Donc j'ai répondu à l'annonce et c'était en effet pour faire des inserts. Bah, c'était l'époque où en Italie, ils tournaient beaucoup de films érotiques. Hein. Et comme c'était la grande mode du porno, ils rajoutaient des scènes pornographiques dans les films érotiques. Donc le premier film que j'ai tourné, on voit mon corps et on voit pas ma tête. D'accord, ok. Et alors, du coup, on va continuer, hein. Porno égale violence. Porno égale viol. Viol égale crime. Résistance anti-porno. Quelqu'un a une question? Il y a déjà une question, ça c'est bien. Alors moi, c'est pas une question, c'était juste pour dire merci à Brigitte Lahaye d'être là, que moi je suis très contente que la Cinémathèque de Toulouse propose du porno régulièrement. Je suis une fille, je pense pas avoir une sexualité débridée ou complètement folasse, ou si c'est le cas, eh bien tant mieux. Voilà. Et que je me reconnais pas du tout dans ces femmes qui viennent de parler, même si je suis contre le viol. Donc merci d'être là et bonne rencontre. Donc on va essayer de reprendre le fil. Euh, Est-ce que, et là je parle toujours de vos débuts, est-ce que vous aviez vu les grands classiques du cinéma X américain qui venaient de Non, sortir en non, non, fait à en fait, l'époque? je les ai vus après. Que ce soit Gorge Profonde, des villes, je ne sais plus quoi, enfin bref. Non, non, je les ai vus après. Quand j'ai arrêté le porno, j'ai voulu mieux comprendre aussi tout ce qu'était ce mouvement libérateur, parce que c'est bon, c'est certain que le porno aujourd'hui, on peut peut-être le critiquer, mais je pense que cette époque-là a été une époque libératrice pour la sexualité, oui. Et justement parce que aujourd'hui par exemple nous, enfin du moins ma génération, on a une image un peu euh, idéalisée, très la pornographie française est toujours assimilée à quelque chose de très joyeux, de très décontracté, de très libertaire. Alors, est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était si idéal que ça? Alors, idéal, n'exagérons rien, mais c'était, oui, enfin, moi j'ai plutôt souvenir de potes qui s'amusaient ensemble à faire un pied de nez à la société bourgeoise. Surtout que,
entre 76 et 80, on ne voyait les films que dans les salles. Donc on pouvait très bien tourner des films et personne ne le savait, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, si on venait éventuellement en parler, c'est qu'on allait les voir. Donc, ce qui n'a pas été le cas ensuite. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça reflétait vraiment on va dire, l'humeur de l'époque? Est-ce que vous pensez que ces films reflétaient vraiment la société française de l'époque ou pas? Alors, on ne peut pas dire que ces films représentaient l'époque, cette époque, mais en tout cas, c'était une époque, bah, c'est une époque où il y avait une certaine liberté, mais en cachette quand même. Mhm. Donc c'était assez contradictoire finalement. On savait qu'on faisait quelque chose de transgressif, mais on sentait qu'on avait le droit de le faire. Voilà, parce que ça, c'était ma future question, justement. Tout le Pardon. monde était conscient de ce côté transgressif, parce que quelque part, c'était quand même aussi un acte politique. Il y avait, Oui, oui, on peut parler d'actes politiques parce que, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les rôles des femmes à cette époque-là étaient des femmes libérées. C'est-à-dire que moi, j'ai joué beaucoup de rôles d'une femme mariée avec un mari qui était vraiment nul au lit, et donc je prenais des amants. C'était ça les rôles, mes rôles dans ces films-là. Alors, ça paraît aujourd'hui totalement invraisemblable parce que c'est vrai que la pornographie aujourd'hui, elle avilit la femme et c'est une pornographie qui est plus du tout pour libérer la femme. Mais à cette époque-là, c'était un peu ça. et c'est, alors là, je vais revenir aussi au milieu du X. Quand vous avez commencé à tourner, est-ce que quelqu'un vous a guidé? Est-ce que quelqu'un vous a pris sous son aile? Non, 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 j'étais assez libre et j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, je fonctionne un peu au feeling. D'accord, au Non, niveau non. des propositions de Oui, films, oui, quand oui, on... absolument, absolument. Et puis j'ai eu la chance de, de- de tourner avec les bons grands réalisateurs de cette époque, en fait, hein. Alors justement, j'ai une question de Gérard Kikoïn, Ouais. euh, qui vous demande en fait quel est votre meilleur souvenir donc de Indécence 1930, alias Partie fine qu'on a diffusé ici. Je garde pas un très bon souvenir de ce tournage parce que c'était un film, il était très exigeant, Kikoïn, et c'était un film assez difficile à tourner. Il y avait plein de scènes difficiles, mais je suis très heureuse de l'avoir fait. C'était un film formidable. Alors le meilleur souvenir, j'en ai pas beaucoup. Faut que je lui C'est... transmette la réponse, Oui, hein, oui, oui, attention. mais le film est formidable. Je pense que c'est un des meilleurs films X français. Oui, 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 sans Franchement, souci. franchement. Avec aussi un autre film en fait, moi que j'aime beaucoup de Francis Leroy qui s'appelle Je suis à prendre. Oui, oui, absolument. C'est les deux films Voilà. les plus intéressants, absolument. Qui est vraiment un très très bon film. Et j'aimerais aussi euh, qu'on évoque un réalisateur qui est encore vivant d'ailleurs, qui s'appelle Claude Bernard Aubert. Mhm. Alors Claude Bernard Aubert qui a eu un parcours un peu finalement un peu étrange puisqu'il a commencé dans le cinéma traditionnel et donc en fait il s'est mis à faire des films X en fait pour un problème d'argent parce qu'il devait rembourser en fait des dettes par rapport à un film voilà qui devait sortir. Vous avez tourné 9 films avec lui. Alors moi je suis très curieux. Qui est Claude Bernard Aubert? Alors, Claude Bernard Aubert, d'abord, c'est un très bon réalisateur. C'est quelqu'un qui a vraiment du talent et qui a toujours fait des films avec un scénario intéressant, original. Enfin, c'était. Et puis, on savait où on allait, quoi. Il y avait un vrai plan de travail. Moi, je garde. Et puis, enfin, c'est toujours quelqu'un de très sympathique. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé tourner avec lui. C'était à la bonne franquette, quoi, comme on dit. De tous les réalisateurs de cette époque-là avec qui vous avez tourné, un en particulier qui sortirait du lot? Oh, je crois que j'ai beaucoup aimé tourner, comme je viens de le dire, avec Burt Tambaré, puisque c'est son pseudonyme. Euh, me suis j'ai beaucoup aimé Francis Leroy, et on était devenus très amis après, et puis bon, il est décédé depuis. Jean Rollin, bien sûr.
Ah, ça, on va l'évoquer, ça, bien sûr, on mais va l'évoquer plus tard. après, je crois que c'est les principaux, oui. Mhm. Et alors, justement, Jean Rollin, parce que ça, c'est quand même une rencontre, c'est une rencontre décisive, quand même, quelque part. Donc, c'est lui qui va vous donner, en fait, votre premier rôle dans le cinéma traditionnel. Donc avec les raisins de la mort, Jean-Pierre Brixou, que nous avons reçu cette semaine, en fait, nous disait, Jean Rollin, en fait, était tellement anarchiste, sa personnalité était tellement C'est vrai. anarchiste qu'il avait même des problèmes pour diriger les acteurs. Oui, oui, c'est vrai. Le seul film où il m'a un petit peu dirigé, c'est le dernier, la fiancée de Dracula. Mais au début, mais en même temps, c'était curieux parce qu'il ne savait pas du tout diriger les acteurs, mais il savait prendre la quintessence finalement. Parce que je trouve que, par exemple, dans La Nuit détraquée, je joue assez juste, Oui, oui. et pourtant, je ne suis pas dirigée. Donc, Donc là, vous n'étiez pas du tout dirigé, du tout, non, du tout, du tout, non, du non, tout. non, non. C'est complètement fascinant. Oui, oui, mais il était incapable de nous dire quoi que ce soit. Donc vous avez fait 7 films, je crois. Peut-être, oui. Enfin, il y en a, Avec lui. oui, j'ai vraiment des tout petits rôles, hein. Oui, mais enfin, Il y a 3 films, en fait, où j'ai vraiment un rôle qui est important. C'est Les raisins de la mort, Fascination et La nuit détraquée. parce qu'il y a quand même une fidélité. C'est quand même une belle histoire, je Absolument, trouve. absolument, c'est une vraie belle histoire. Et puis on se voyait régulièrement en dehors des tournages. On a, on avait beaucoup de points. Curieusement, on avait beaucoup de points communs. Il adorait me traiter de bourgeoise. C'était son grand plaisir. Il faut dire qu'à côté de lui, c'est sûr que j'étais une bourgeoise. Et alors, justement, donc, une question de Jean-Pierre Wixou. Sur un tournage, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir autant froid que sur les raisins de la mort? Ah non, non, les raisins de la mort, c'est horrible. C'est horrible. Il faisait moins 15, moins 18. À un moment, la caméra s'était même arrêtée de tourner tellement elle était gelée. Donc, non, non, Parce que Jean-Pierre disait que vous étiez héroïque sur ce Je sais- tournage. je- C'est le je- terme qu'il a employé. je sais pas, mais au moment Enfin, remarquez, de toute façon, ma robe était légère, alors avec la robe ou sans la robe, j'ai faisait aussi froid. Et donc, les raisins de la mort, donc, votre premier rôle dans un film traditionnel. À partir de là, il y a eu cette volonté, en fait, de sortir du cinéma X, où vous vous êtes dit, Non, 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 oh, non. je fais ça. Non, non, moi, franchement, tourner un film X ou un film traditionnel, vous voyez, j'étais comme vous, je faisais pas la différence, ça m'était égal. En fait, j'étais heureuse d'être devant la caméra. Oui. C'était Ouais, une ouais. sorte comme ça d'exhibitionnisme très, très infantile d'ailleurs. Et j'étais bien, quoi. Moi, je garde de très, très bons souvenirs de cette période de ma vie. Après, ça a été plus difficile, mais ces 3 ans et demi, j'étais épanouie, on me désirait, voilà. Et il y a eu donc, à partir de 1980, donc, vous arrêtez. Ouais. Comment c'est venu Ben, en fait, ça s'est passé un jour où un journaliste ami m'a dit, mais fais attention, tu es en train de te faire mal. Et cette phrase a résonné en moi et je me suis dit, il faut que j'arrête là, ça suffit. Autant à un moment donné, ça m'avait permis de sortir un peu de ma timidité, de mes complexes, de plein de choses comme ça, parce que j'étais assez coincée finalement. Quand on me voit aujourd'hui, on a du mal à le croire, mais j'étais assez... Et c'est vrai que je pense qu'il était temps que j'arrête. Et puis après, il y a eu toute une période de reconstruction. Parce que c'est quand même une sacrée décision, parce que vous étiez quand même très, très, très connu à l'époque. Oui, enfin, ce qui a été compliqué, et ça, c'est là où on voit que parfois le destin nous envoie des
des, des épreuves, c'est que le jour où j'arrête, je prends la décision d'arrêter, je reçois des propositions des États-Unis extraordinaires, quoi. Ah, voilà, ça aussi c'était une des questions aussi. Ouais, ouais, Donc, ouais. vous Donc, avez eu des propositions donc pour ouais, partir aux États-Unis. aux États-Unis, mais des sommes 4-5 fois plus que ce que j'étais payé en France. Et j'ai aussi eu une proposition d'un d'un pays arabe. Alors là, c'était pour un film privé, mais c'est pareil, quand j'y pense, c'était de quoi m'acheter un château, quoi. Mais j'avais décidé d'arrêter, et donc voilà. Et donc, vous n'avez jamais eu de regret sur ce fait, donc, à un moment Non, donné, non, d'avoir non, non, arrêté, non, parce qu'en coupé d'un coup? fait, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est pas un moteur. Oui, 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 oui. Parce que c'est une sacrée. Moi, je trouve la Mais j'ai décision. trouvé que c'était intéressant maintenant avec le recul parce que euh, j'avais vraiment décidé d'arrêter et rien n'a pu me faire changer d'avis, quoi. Et c'est Oui, ça oui, oui. et je pense que c'est cette volonté qui est en moi de, quand j'ai pris une décision d'y tenir, qui fait que j'ai peut-être traversé tout ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est très courageux parce que là, du coup, il y a quand même une remise à zéro. Euh, Euh, ou en dessous du niveau de la mer même. Parce que pour plein de gens, bah, les gens savaient qui j'étais, ce que j'avais fait. Et donc chaque fois que j'essayais de faire autre chose, on me renvoyait mon passé à la figure. Enfin, remarquez, ça n'a pas changé. et c'est. Alors, vous apparaissez dans e-comic-car, par exemple. Vous avez. Ça, c'est en 79. Ça, Hein. c'est en Oui, 79. oui, Ça, c'est en 79. Donc, vous avez un rôle dans les films d'Henri Verneuil, oui, un petit rôle, oui. un petit rôle. Mais du coup, est-ce que, par exemple, est-ce que les autres acteurs, enfin, et l'équipe technique étaient au courant, Non, non, en parce fait? que en 1979, il n'y a aucun film qui passe à la télévision, aucun film en vidéo. Donc, je peux vous le confirmer, Yves Montand ne regardait pas les films porno au cinéma. Il n'a même pas reconnu. Il m'a dragué, mais il ne savait pas qui j'étais. On peut le comprendre. Oh, je crois qu'il draguait tout ce qui portait une jupe. Ah ouais? C'est vrai? Oh bah. Oh. Une question, peut-être? Oui, j'aimerais savoir si une vie d'actrice hard est compatible avec une vie amoureuse et personnelle, très intime et très vraie. Pardon, excusez-moi, j'ai pas tout. Oui, j'aimerais savoir si votre job, dans le X en particulier, était compatible à l'époque où vous le faisiez avec une vie amoureuse intime, Alors à l'époque, véritable. oui, oui, à Ou pas? l'époque Merci. j'étais avec un homme dont j'étais très amoureuse et qui était très amoureux de moi, mais il était libertin, donc c'était tout à fait compatible avec. Et je crois qu'il était même très fier de ce que j'étais. Bonsoir. Moi, je voulais savoir le dernier rôle que vous avez eu. Je crois que c'était dans Calvaire, si je me trompe pas. Absolument. Vous avez décidé d'arrêter complètement ou vous allez continuer si on vous propose des rôles ou... Écoutez, pour tout vous dire, même Calvaire, je l'ai fait plus parce que j'avais promis à Fabrice de tourner ce rôle des années, enfin quelques années auparavant. Mais depuis que je fais de la radio, c'est vrai que le cinéma, il n'y a plus beaucoup de place pour le cinéma. Et puis je suis pas sûre d'avoir encore envie de tourner. On me propose de temps en temps un rôle, mais je suis pas très motivée. Je m'épanouis vraiment dans ce que je fais aujourd'hui, donc Plus la radio alors. la radio, l'écriture, enfin, je suis occupée, mais vraiment Et puis finalement, quand on réfléchit, quand on voit toute l'évolution de ma carrière, je suis tombée dans le sexe quand j'étais petite, je continue et ça reste cohérent en fait. Et donc, justement, en fait, vous dites que le métier d'actrice, en fait, était trop contraignant pour la femme farouchement libre que je suis. Donc, Oui, oui, mais j'ai refusé des propositions tout à fait intéressantes parce que j'avais pas envie de. Je pense notamment à Abel Ferrara qui voulait que je tourne un film aux États-Unis. J'avais pas envie. Je venais d'acheter ma propriété en dehors de Paris avec mes chevaux. J'avais besoin de me recentrer sur moi et je voyais pas l'intérêt. Enfin, donc j'aurais pu plusieurs fois. J'ai eu des possibilités
de complètement. J'ai eu des propositions de théâtre aussi, notamment avec Boutsinas. Enfin, j'ai eu des propositions très intéressantes, mais à chaque fois, il y avait autre chose qui m'attirait plus, et finalement, je veux dire, je suis très responsable si j'ai pas fait plus de cinéma. Oui, oui, oui. La rencontre avec Abel Ferrara, c'est quand même quelque chose là aussi qui est complètement hallucinant. Oui, 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 C'était pour Snake Eyes, et finalement c'est Madonna qui a eu le rôle. Donc, mais comment vous êtes rentré en contact avec Abel Mais Ferrara? en fait, Enfin, il était venu pour présenter un film, je crois. Et j'étais très. On avait le même attaché de presse, donc on s'était rencontrés. Et j'ai souvenir, on avait été voir le film de Godard ensemble. Je crois que c'était Je vous salue Marie ou quelque chose comme ça. mhm. Oui. Et je me souviens très bien. Alors, il fallait que je lui traduise en anglais le film de Godard. Enfin, voilà. Et vraiment, il était. Enfin, bon, il était quand même déjà bien disjoncté, hein, mais, euh, mais c'était quelqu'un d'assez fun, quoi. C'est dommage, ça aurait été bien en fait, moi je trouve. Ça aurait été, Je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis très bien. Je me serais peut-être mis à la coke. Alors, Une question toute bête, hein. Finalement, avec le recul aujourd'hui, quel est le film dont vous êtes la plus fière? alors, le film dont je suis le plus fière, c'est un film que personne n'a vu, que j'ai tourné pour la 7, à l'époque où il y avait cette chaîne de télé, qui a été produit par Éric Romer, mise en scène par Haïdé Caillot, qui est une femme réalisatrice. C'est un film où j'aime vraiment beaucoup ce film et je joue très très bien, mais personne l'a vu, voilà. C'était mon... Non, c'est vrai. Et j'aimerais évoquer, alors moi un metteur en scène que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça s'est bien passé avec lui, c'est Jess Franco. Ah si, j'ai de très bons souvenirs Ouais. avec Jess, oui, bien Parce que sûr. vous avez fait 3 films Oui. avec lui, donc Je brûle de partout, Dark Mission et Les Prédateurs de la nuit. Et alors comment était Monsieur Franco sur un plateau? Comment Alors, Jess, c'est vraiment l'opposé de Jean Rollin. C'est-à-dire que il avait peut-être moins dans la tête les plans qu'il voulait faire. En revanche, il dirigeait très 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 bien les acteurs. D'ailleurs, même Klaus Kinski est très bien dans les films de Jess Franco. Tout à fait. Il sait prendre le meilleur des acteurs et il sait ce qu'il veut. Je me souviens sur Dark Mission, il y a une scène avec Chris Mitchum où je dois pleurer. Il a su me mettre en condition où je pleure vraiment, quoi. Hmm. Et- Non, non, et mais moi j'aime, enfin, ça s'est pas très bien passé quand on avait tourné au Portugal le film X, mais sinon Dark Mission et Les Prédateurs, ça s'est bien passé. Les Prédateurs, ça a été compliqué parce que l'entente entre Jess Franco et René Château était un peu C'était tendue. tendu entre eux, c'était. Oui, c'était tendu parce que René Château était quand même, avait l'habitude des films de Belmondo. Là, il se retrouvait avec un metteur en scène qui n'avait pas la rigueur d'un Verneuil ou d'un Lautner, quoi. Donc c'était un peu. Et puis je pense que d'une certaine manière, peut-être René aurait aimé faire un peu plus la mise en scène, donc il n'était pas. Mais la tension était un peu rude sur le film. Alors, est-ce Puis il qu'il y avait Helmut Berger qui faisait sa star. Enfin, c'était. Oui, c'est un casting. Alors, je peux vous raconter une anecdote qui va vous amuser. J'étais très, très proche d'Helmut Berger. C'est quelqu'un d'abord que je trouve d'une beauté extraordinaire. C'est un félin. Et donc, on s'entendait très, 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 très bien. Et Helmut Berger voulait absolument qu'on tourne une vraie scène peut-être pas hard, mais enfin une vraie scène, puis ça se justifiait puisqu'on était, on était le couple dans le film. Mm. Et puis René disait, il n'y a pas question. Donc on n'a pas tourné la scène. C'est dommage parce que je pense que ça serait une scène d'anthologie, quoi. Je pense que ce serait rentré dans l'histoire. Ouais, C'est- bah c'est, oui, bah euh, oui. Et alors, est-ce que Jess Donc Franco. René devait être amoureux de moi, finalement. Ouais. Ça doit être ça. Et alors, est-ce que Jess Franco vous a fait le coup de vouloir faire un film supplémentaire? Parce que c'était un peu sa spécialité, il bouclait les films très vite, et quand il lui restait Ouais, non, mais quelques jours. là, ça aurait pas été possible. Non. Une partie aussi de votre carrière, alors qui est peut-être un peu moins connue, c'est les films que vous avez fait en Suisse Ouais, avec Dietrich, ouais. Erwin et Dietrich. Mm.
Voilà. Alors là, qui sont pas des films hard du tout. Non, Hein. non, c'est des C'est, petites comédies érotiques, en fait. voilà. Ouais. Alors qu'il y a là, Dietrich qui a la réputation d'être un producteur un peu cheap, on va dire. Ça s'est bien passé là aussi avec lui. Ah oui, 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 franchement, c'était pas des films si cheap que ça. Enfin bon, après, c'est pas des grosses productions, mais C'est la réputation qu'il a. oui, non, franchement, c'était plutôt. Moi, je garde pareil. J'ai dû en tourner 4, je crois, 5. 5. Bon, 5. je vois que vous connaissez mieux ma carrière que moi. Non, non, à chaque fois, c'était des tournages sympathiques. Oui. Lui, ce qu'il adorait, c'était nous faire courir à poil pour qu'on ait les seins qui bougent. Voilà, c'était son fantasme. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Allez. Comment s'est passée la passerelle entre le, votre carrière de journaliste sexo et le cinéma? Enfin, le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Bah, en fait, a priori, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais très vite, dans les années, enfin, vers 80, 85, tout ça, je me suis intéressée à la sexologie, je me suis intéressée à la psychologie, et donc tout doucement, je me suis quand même un petit peu formée. Bon, j'avais énormément d'expérience, évidemment, mais l'expérience ne suffit pas, il faut aussi la connaissance. Et puis en 85, j'ai commencé à avoir mon propre Minitel et Audiotel, ce qui me permettait d'arriver à survivre parce que je faisais quand même pas grand-chose professionnellement. Et donc j'ai commencé un peu sur le tas à répondre aux gens à toutes les questions qui se posaient en sexo. Et tout doucement, quand en 2001 RMC est venu me chercher, ben, j'avais le bagage nécessaire pour attaquer à l'antenne, quoi. Bonsoir. J'aimerais savoir quel est le film, dans quel film vous auriez aimé tourner, que vous n'avez pas fait et que vous auriez aimé faire. Je sais pas, j'ai pas, je pourrais pas donner de réponse précise. Au réalisateur, Alors, Fellini, j'aime beaucoup Verhoeven. Ça, c'est vraiment un metteur en scène que je trouve très intéressant justement sur sa manière de filmer les femmes et la sexualité des femmes, pas aussi, enfin, toujours un peu curieuse. Enfin, par exemple, La chair et le sang, c'est peut-être un de mes films préférés. Après, par exemple, je suis pas fan des réalisateurs français. Là, si on devait, je sais pas pas- Pour rebondir sur sa question, il n'y a pas un genre particulier de film, un thriller, film romantique, film... J'aime bien. Moi, je suis vraiment très, très cinéphile. Je peux prendre autant de plaisir à regarder une comédie un peu franchouillarde qu'un film grand spectacle ou même un film de guerre. Je suis pas fan des films, des branlettes intellectuelles, mais sinon, je suis vraiment très, très cinéphile. D'accord. Oui, bonsoir. Vous avez aussi un petit rôle dans Henry and June de Philippe Kaufman. Oui, oui, oui. Et je voulais savoir comment vous êtes arrivé sur le film. Est-ce que c'était un choix de votre part de participer à l'histoire de la relation entre Anaïs Nin et Henry Non, Miller? non, non, en fait, il cherchait donc quelqu'un pour jouer ce rôle avec celle qui jouait Anaïs Nin. Donc j'ai participé à un casting et puis j'ai été retenue et c'est une vraie belle rencontre. Je me suis vraiment entendue avec ce metteur en scène extraordinaire. Il m'avait même comparé à Jessica Lange, alors pas rien. Hein. Et le film a eu beaucoup de problèmes avec la censure aux États-Unis après. Est-ce que vous Ouais. avez été impliqué pour la défense du film?
Non, Ou pas, bah non, non bah, de toute façon, moi, j'étais pas aux États-Unis, hein. Oui, mais vous n'avez pas envie de militer justement pour... Parce que c'est un des films qui a fait vaciller le système de censure américain dans les années 80. Vous n'aviez pas envie de vous impliquer plus peut-être pour ça ou pas? Non, je suis assez, je suis pas très militante en fait, moi. À ma manière, j'essaye de défendre mes convictions et je continue mon combat, mais je le fais de manière assez individuelle. Ok, merci. Pardon, je connais pas trop votre carrière, mais juste j'écoute, donc je découvre au fil de l'eau et en fait j'ai pas très bien saisi. Vous disiez en effet que vous aviez arrêté la carrière parce que un ami donc sans doute sensible et bienveillant voyait que vous vous faisiez du mal. Vous avez ensuite utilisé le terme j'ai dû me reconstruire. Vous aviez dit si j'avais dû continuer, j'aurais dû prendre de la coke, c'est-à-dire que cette période donc, où vous avez été actrice dans le porno, vous a détruite en partie et vous êtes dans un chemin de reconstruction suite à ça, ou est-ce que j'ai mal interprété ce que vous avez Non, dit? en fait, quand je parlais de la coke, c'était juste un private joke parce que Abel Ferrara D'accord. était bien. Mais après, sur la période de... Mon ami me disait que je me faisais du mal, est-ce que c'était... Bah, en fait, C'était quoi? autant je pense que ce passage dans la pornographie a été très, très positif pour moi. Ça m'a certainement décoincé, etc. Mais il y a un moment, on ne peut pas comme ça, pendant trop d'années, jouer avec son corps sans se faire un peu mal quand même. Oui, puisque, enfin, c'est vrai que moi j'ai un peu cliqué récemment, enfin, sans le vouloir, hein, il y a des infos quand vous avez une boîte mail Yahoo, vous savez, vous avez des nouvelles. Et par exemple, une des news, c'était que ces 3 derniers mois, il y a 5 actrices porno aux États-Unis qui sont décédées d'overdose ou de suicide. Et il y a des vagues, il y a des vagues de suicides actuellement dans le monde de la pornographie. En tout cas, c'est révélé sur certains sites. Et donc, peut-être qu'en effet, et au vu de ce que vous venez de témoigner ce soir, en toute sincérité, c'est aussi un milieu d'une extrême violence. Et c'est un spectacle. Et c'est-à-dire que derrière, il se développe aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce qu'on appelle le snuff movie. C'est-à-dire ce sont des personnes qui, dans le monde, dans certaines régions du monde, sont kidnappées. C'est une légende qui dure depuis 30 ans. Jusqu'à nouvel ordre, ça n'a pas été prouvé, hein. Je sais pas. Alors, à Toulouse, il existe chaque année un festival qui s'appelle le THSF, donc le Toulouse Hackerspace Festival Factory. Et donc, il y a une conférence sur le Darknet. Donc, ce sont des geeks, hein, ce sont des spécialistes du Darknet. Le Darknet, ce sont toutes les pages qui ne sont pas référencées dans le... Vous n'accédez pas au Darknet par Google. Par contre, c'est là où, via le blockchain, etc., l'argent, les coins, vous accédez à tout ce qui est pornographie pédophile, zoophile, zoocriminalité et également snuff movie. Et donc, c'est un registre qui existe. Et bien sûr, c'est le porno de l'extrême. Un journaliste a aussi enquêté sur le porno. Il appelle ça désormais la pornographie de la démolition. Et c'est un pan. Donc la question, c'est aujourd'hui... bon, bien sûr, j'ai entendu des articles, vous le dites, la pornographie, même vous dites pour la jeunesse, c'est très négatif. Vous reconnaissez que la pornographie, c'est extrémisé, c'est radicalisé. Donc la question de la... Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous aimez la vie. Vous êtes plutôt vitaliste. Et donc la question de comment vous, après toute cette réflexion, vous êtes aussi une très grande cérébrale, comment associez-vous le sexe, qui est une puissance de vie, à aujourd'hui le côté mortifère que prend cette pornographie, dans ce cas, dans une période d'immense violence, et pourquoi cette pornographie s'oriente, qui est une sorte de guerre finalement faite aux femmes par le sexe, par un endroit extraordinairement étrange qui est normalement associé au plaisir, mais il est lié aujourd'hui, dans cette déferlante d'images terrifiantes, à la mort.
Comment Alors, arrivez-vous comment expliquer ça? À la mort, n'exagérons rien. Enfin, encore une fois, les snuff movies, je ne sais pas. Peut-être que vous savez mieux que moi. Ce que je veux dire juste, c'est que aujourd'hui, la pornographie, par son essence, est toujours pour montrer plus et toujours plus. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un extrême qui fait qu'on peut se poser des questions. Et, voilà, moi, je sais pas si vous avez vu le documentaire d'Ovidie qui est sorti il y a 1 an et demi. On voit bien qu'il y a une exploitation des corps Moi, j'ai toujours défendu la pornographie qui laisse une place à la fantasmatique. Et c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. En même temps, j'ai l'impression que ça arrange bien les politiques parce que pendant que les gens s'abrutissent devant ces images et deviennent complètement addicts, ils s'intéressent plus à ce qui se passe en économie ou etc. Voilà. Maintenant, moi, je veux pas non plus me faire la plus censeur par rapport à la pornographie parce que je trouve que c'est toujours très délicat quand soi-même on a été dans un domaine de devenir censeur. Puis de toute façon, voilà. Maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est aussi, moi j'ai défendu par exemple, j'étais contre la loi des clients des prostituées. Il faut quand même savoir que on peut aussi accepter, ces femmes, elles le font de leur plein gré. Alors après, il y a sans doute derrière des histoires personnelles difficiles, il y a peut-être des problèmes de pécuniers, etc. Mais elles ne le font quand même pas avec un flingue. Donc il faut aussi laisser la liberté de chacun. Alors après, essayer d'informer, essayer aussi d'aider les jeunes à avoir peut-être mais je crois qu'il ne faut pas non plus trop diaboliser la pornographie parce que c'est facile aussi de dire c'est la faute de la pornographie. J'ai toujours dit, on a les hommes politiques qu'on mérite et on a la pornographie qu'on mérite. Et concernant, par exemple, le fantasme entretenu d'un mensonge qui est que, par exemple, pendant des années, et je pense qu'il a été aussi diffusé ici, donc Gorge profonde, pendant des années, donc où le pitch, c'est bien sûr une femme qui a donc le clitoris au fond de la gorge. Oui. Et des dizaines d'années après donc, le tournage de ce film, qui date de cette soi-disant parenthèse dorée et enchantée du porno fantasmatique, elle a révélé qu'elle a subi sur le tournage justement un pistolet contre la tempe. Elle a failli mourir étranglée par une fellation hyper profonde et elle a révélé ça des dizaines d'années après et elle en est morte. Oui, mais et donc la question, c'est que aussi le mensonge organisé autour de cette pornographie, ça reste du spectacle, donc c'est du montage. Et derrière, sur le moment, ce sont des personnes sous emprise. Non, mais je comprends que vous êtes contre la pornographie et c'est votre droit. Je m'interroge sur la violence, madame, pas sur la pornographie. Mais oui, mais le monde est violent et il y a tous les jours des gens qui font des choses contre leur gré. Il y a tous les jours des gens qui travaillent en sous-sol. Doit-on jouir de la violence? Doit-on jouir de ça? Doit-on jouir du massacre et de milliers de personnes, de vagins perforés, d'anus explosés? Doit-on pouvoir jouir de cela? Je pose moins la question à Brigitte Lahaie qu'à tous les hommes qui sont bien sûr dans cette salle et qui, pour beaucoup sans doute, ont été biberonnés aussi à ce porno, ont peut-être eu leurs premiers émois de façon totalement dématérialisée à travers ce média. Et donc, tout simplement, il s'agit désormais de s'interroger, de se conscientiser. Peut-on continuer à réinventer des relations humaines et même de retrouver la sensualité? La pornographie dans ce système est une immense opération de désensibilisation. Donc, en effet, conscientisement, peut-on tous aussi s'interroger sur le caractère politique du spectacle pornographique et des images et le discours que génèrent ces images entre nous? Est-ce qu'il nous sépare ou est-ce qu'il nous rassemble? Est-ce qu'il nous rend joyeux ou est-ce qu'il nous rend triste? Est-ce qu'il, comme vous l'avez souligné, est-ce qu'il nous abrutit ou est-ce qu'il nous émancipe? Tout simplement. Prenons le temps de cette réflexion.
Oui, alors je vais essayer de me remettre dans mes idées que je voulais dire à la base. Déjà pour rebondir peut-être, mais sans répondre totalement parce que c'est pas ma place, mais je pense qu'aussi il faut remettre la pornographie dans son contexte économique qui est totalement différente des années 70 et de maintenant. Et ma question c'était, donc en 75 on a cette loi X qui entérine en fait totalement le cinéma et le cinéma X ne va plus exister dans les cinémas, ne va plus être projeté. On a le Beverly qui a fermé ses portes il y a quelques mois. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu une loi différente qui aurait peut-être laissé la place à la pornographie, mais d'une façon... Enfin, une pornographie peut-être contrôlée, qui puisse toujours être projetée dans les cinémas, mais sans avoir je sais plus, c'était... Enfin, du coup, elle était économiquement, c'était très Oui, dur c'est de une faire des taxe films. de 33% Oui, voilà. qui fait que ça devenait plus rentable de faire des films avec trop gros budget. Donc, est-ce s'il n'y avait pas eu cette loi ou une loi différente, est-ce que peut-être on serait arrivé à une pornographie différente, ou du moins du point de vue cinématographique, parce qu'il y a toujours la question d'Internet qui est autre chose et qui est très différente. Je suis pas très optimiste sur la capacité des gens à faire du bien autour d'eux. Je crois plus à leur capacité à gagner de l'argent et en gagner encore plus. Donc je suis pas sûre. Peut-être qu'il aurait fallu faire un genre porno érotique entre deux, mais en même temps, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est de la pornographie, hein, de toute façon. Donc je suis pas... je crois que moi, ça m'est arrivé d'aller dans des salons érotiques et de questionner les jeunes de 18-20 ans. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est voir une scène de sexe, hein. Alors après, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. Moi, j'ai pas la réponse, hein. Est-ce qu'il y a au niveau de la nouvelle génération d'acteurs ou d'actrices qui vous contactent pour prendre conseil? Non, du tout, non. Mais moi, je suis plus du tout en lien avec ce monde, hein. Je fais de temps en temps une émission sur la pornographie, justement, mais plus dans l'esprit de voir comment la regarder et voilà. Moi, j'ai même milité récemment pour qu'on tire la sonnette d'alarme parce que il y a de plus en plus d'enfants qui tombent sur des images pornographiques. Bon, maintenant, c'est aussi une vraie question de société. Une autre question, quelque part? Oh, ça existe depuis déjà pas mal d'années, hein, le porno. Vous en savez plus que moi. Moi, je n'ai jamais regardé de film pornographique de ma vie et j'avoue que... Oui, il y a eu Laetitia, oui, mais franchement, je ne saurais pas. Par exemple, YouPorn, j'ai jamais été regardé, moi, hein. Ça m'intéresse pas. Donc je peux pas vous dire, je suis un peu au courant parce que je me renseigne, mais je me renseigne plus par rapport à mon métier à la radio que par rapport à mon ancienne carrière d'actrice pornographique. Donc sincèrement, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a une mode aussi très exhibitionniste. Les gens aiment se montrer, et donc c'est pas étonnant qu'ils aiment aussi se montrer en train d'avoir un rapport sexuel, hein. Puis c'est pratique, comme ça on n'a pas à payer les acteurs. Bonsoir Brigitte. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous avez vécu ce passage entre RMC et Sud Radio. Apparemment, vous n'avez pas eu trop le temps de vous reposer. Non, vous avez cette c'est pas... Est-ce que vous l'avez bien vécu? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans le même système sur Sud Radio qu'RMC? C'est le même public ou pas?
Alors, en fait, moi, j'ai arrêté, enfin, j'ai appris donc début juillet que RMC ne renouvelait pas mon contrat. Je l'ai annoncé sur mon site et puis 10 jours après, Sud Radio m'a contacté, donc j'ai vraiment pas eu le temps de déprimer. Alors, c'est pas tout à fait, enfin, je fais à peu près la même émission, mais c'est pas tout à fait la même ambiance. Euh, je regrette pas mes 15 ans à RMC parce qu'on m'a vraiment appris mon métier et c'est une radio euh, qui est très professionnelle, mais j'aime mieux la liberté que j'ai sur Sud Radio parce que c'est plus humain, c'est plus... si j'ai envie de garder 10 minutes quelqu'un parce que je trouve que son cas est intéressant, on va pas me dire ah tu l'as gardé trop longtemps. Voilà, RMC c'est une radio qui est économiquement très voilà. Maintenant, bien sûr que j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont suivi. Le problème de Sud Radio, pas à Toulouse, parce que je sais qu'elle est très implantée à Toulouse, mais il y a des tas d'endroits encore où on n'a pas de fréquence. Donc il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Internet l'émission. Et en tant qu'auditeur d'RMC, on doit vous remercier parce que je pense que vous avez laissé quand même beaucoup de satisfaction pour ces auditeurs pendant ces 15 années passées. Et je vous en remercie. Puisque j'ai le micro, j'en profite pour poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure, là c'est mon côté fétichiste de la pellicule. Vous avez parlé tout à l'heure de propositions pour un film privé que vous avez refusé, avec c'était une belle somme. Et du coup, bon, fantasme de cinéphile, ça veut dire que il y a pu y avoir d'autres propositions. Il peut y avoir des films comme ça privés, c'est-à-dire produits commandés par des collectionneurs et que donc on n'a jamais vu et Non, j'ai tourné aucun film privé. Non, donc voilà, c'était juste non. pour savoir si on allait lancer une chasse. Non, vous ne trouverez rien. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'on vous a proposé, comme c'est le cas actuellement, c'est la mode, des émissions de télé-réalité, genre Danse avec les stars, tous ces trucs-là? Oui, je crois on m'avait proposé un truc dans une ferme, je crois. La ferme célébrité. Voilà, c'est ça, oui. Ça payait bien. Ouais, mais c'est pas... Ah, mais la baronne, bon, je déteste. Non, j'ai pas accepté. Oui, je voulais savoir si vous avez été touché par les mutations épistémologiques, les mutations philosophiques dans le XXe siècle, qui ont commencé certainement par Freud, par Reich, et notamment la mise en rapport pour ceux qui sont vraiment dans l'hostilité systématique au porno, au nom de l'aliénation très justement soulignée d'ailleurs de Marx, de Marcuse, etc. C'est vrai qu'il y a une dimension aliénante dans l'industrie pornographique à la chaîne, c'est clair. Pardon, juste un petit peu plus fort en fait, parce qu'en fait on n'entend pas bien d'ici. Je demandais à Brigitte Lahaye si elle avait été touchée dans les années 80, où elle était impliquée justement dans le pic pornographique, pas forcément hard, mais plutôt soft, par justement les grandes mutations culturelles qui se sont passées en Europe, à partir des penseurs comme Reich, Wilhelm Reich, qui a mis en évidence le lien justement de la répression sexuelle, en tant qu'elle est génératrice de tous les fascismes. Tous les fascismes s'appuient justement sur une répression systématique dès l'enfance de la haine du corps, de la haine du sexe. Donc la pornographie vient diviser un tout petit peu le problème, parce qu'effectivement, il y a une dimension aliénante, économique, politique, financière, mais en même temps, il y a évidemment, et ça vous en témoignez très très bien, je crois, très simplement, une dimension thérapeutique, autothérapeutique, existentiellement libératrice. Alors c'est vrai que des penseurs comme Michel Foucault, qui ont mis en rapport le sexe et le pouvoir, aussi bien au niveau macro-politique qu'au niveau micro-politique, dans les pratiques usuelles de l'existence, les analyses de Deleuze aussi, qui ont repris celle de Reich, celle de Marcuse, ont bien souligné la dimension répressive de la sexualité qui est catastrophique. Du point de vue politique, ça donne des mecs comme Bachar el-Assad, comme Poutine, comme Hitler, etc. Il y a un lien très intéressant à réfléchir à partir de champs philosophiques contemporains, avec des gars comme Foucault, Deleuze, etc., sur la répression sexuelle
Et dans le fond, les microfascismes qui aujourd'hui encore réapparaissent sous la forme caricaturale qu'on a vue tout à l'heure, quoi. L'idée que la violence, globalement, est assimilée à la pornographie, c'est stupide. C'est idiot parce qu'on ne tient pas compte précisément des grandes mutations qui datent au moins en Europe de la Révolution française, à savoir qu'on a un corps, il nous appartient, il parle, il désire. C'est une autonomie à chacun individuel. Et dans le fond, l'État vient réguler par des contrats, en effet, en rapport avec des intérêts communs, puisque nous sommes dans un monde commun. Et à partir de là, dès lors qu'on nuit à personne, dès lors que le critère n'est pas précisément dans la sexualité de nuire à quelqu'un, ou précisément de nuire à sa vie, ou encore de nuire à la planète, au-delà, en termes écologiques. Du coup, je ne vois pas en quoi les retours répressifs du discours du prêtre, de très bonne intention, que notre ami... Bon, la question, en fait, elle est très, très simple. Est-ce que Brigitte Lahaie a été touchée par des géants de la pensée aujourd'hui, hélas disparus, comme Michel Foucault, les travaux de Foucault sur le sexe et pouvoir, par Deleuze et Reich? Non, mais William Reich, j'aime beaucoup. Oui. Voilà. Par exemple, oui, j'aime bien. Écoute, Petit homme, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal, ouais. Non, là tu caricatures, là, non, c'est la caricature, c'est dommage. Oui, oui. Tu laisses répondre, il vaut mieux ne pas parler à la place des personnes. Moi, j'aimerais bien poser juste une question cinéma, juste. Tu parles à ma place. Merci. Sois zen. Ne t'énerve pas, non. Merci. Voilà, c'est une cinémathèque, je vais poser une question cinéma. Voilà. C'est bizarre, hein. Mais laissez-moi poser ma question, s'il vous plaît. J'ai travaillé un peu, pas beaucoup, hein, mais quand même. Donc voilà. Donc par rapport à Calvaire, donc qu'on va voir tout à l'heure. Donc ce qui est le premier film de Fabrice Duvels. Quand il vous contacte, est-ce que vous trouvez ça surprenant et qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que en fait, vous avez un petit rôle dans Calvaire, mais je trouve que que Fabrice a peut-être tout compris en fait au personnage Brigitte Lahaie. Et vous êtes absolument magnifique dans les quelques minutes où on vous voit. Oui, et d'ailleurs lui il m'a énormément dirigé. Mais Fabrice en fait m'avait proposé un rôle dans son film, mais au moins 4 ans auparavant, il a eu beaucoup de mal à monter son film. Et comme j'avais dit oui, bon, 4 ans après, j'étais pourtant déjà à la radio, mais j'avais dit oui, donc j'ai accepté de tourner le rôle. Et je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est un film, c'est vraiment un film à part. Le film est, après c'est un film très spécial et très dur, mais je trouve que c'est un film magnifique. Il a vraiment. En tout cas, lui, je sais qu'il a été totalement enchanté par l'expérience en fait de vous avoir sur le plateau. Mais en fait il avait envie de m'avoir dans son film pour des tas de choses, sans doute à cause de son adolescence. Comme moi. Peut-être, oui, je ne sais pas. Vous retourneriez tourner avec Fabrice Duvels si vous le proposez? Avec lui certainement, oui. Ouais. Oui, c'est un très bon réalisateur. Oui. Ah oui, ce serait génial. Mais bon, encore une fois, vraiment, c'est pas, je cherche pas à faire du cinéma. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais si par exemple aujourd'hui un réalisateur venait vous trouver, qui
Qui aimeriez-vous, en fait, qui vienne vous trouver et où vous diriez Non, oui mais de suite? c'est complexe parce que si demain on me proposait un grand rôle dans un film, je serais obligée de faire un choix. Je peux pas tenir l'antenne tous les jours et tourner un film. C'est ça, en fait. Donc, C'est, je crois que je garderai la radio parce que je m'épanouis vraiment et je pense que je suis plus utile à la radio qu'au cinéma. Non, théâtre, j'ai refusé. J'ai eu deux, trois propositions, et dont une tout à fait intéressante. Mais vraiment, en fait, je suis quelqu'un d'assez timide. Et monter sur scène, vous voyez là, je suis mieux derrière un micro que, Non, je ne suis pas fan de m'exposer finalement. Le théâtre, c'est dur, hein. Puis c'est beaucoup d'énergie. Puis j'ai plus à perdre qu'à gagner. Oui, bonsoir Brigitte. Vous avez parlé de La chair et le sang de Paul Verhoeven. Et est-ce que vous aimez un autre film de ce réalisateur hollandais? J'ai surtout été marquée par ce film. Oui, c'est un de ses premiers films dans sa période hollandaise. Ouais. Mais son dernier, c'est Elle, hein, je crois. J'étais un peu déçue. Bon, ça m'a un peu choqué. Oui, bon, ça, Oui, j'ai pas été très. Black Book. Il y a Black Book. Bon. Bon. Ah, bon, Je voulais vous redemander tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous vous consacriez à la radio et à l'écriture. Et l'écriture, c'est plutôt des romans, des documents? Non, c'est Peut-être plutôt des scénarios ou... c'est plutôt des essais en fait. J'écris. Là, je suis en train d'en terminer un qui doit sortir au mois d'avril, justement sur les relations hommes-femmes. Le dernier que j'avais, j'ai quelque chose qui vient de sortir sur la sensualité. Donc j'écris. En fait, j'aurais aimé, là, aujourd'hui, si je pouvais vraiment choisir, j'aimerais écrire des romans tranquilles, et puis voilà. Mais c'est vraiment pas mon destin. C'est parce que vous n'avez pas le temps, parce que ça prend trop de... Il faut avoir le talent d'un romancier que je n'ai pas. C'est pour en vendre 1000 exemplaires, ça nourrira pas mes chevaux, hein. Bonsoir. Oui, donc vous avez tourné dans des films de Jean Rollin, également dans des films de Michel Gentil, je crois. Oui, c'est le même, hein. C'est le même, c'est bien ça. Ouais. Mais justement, d'un côté, donc on a une sorte de surréalisme érotique avec de la sensualité, et qui justement, dans lesquels il y a une certaine violence symbolique. Enfin, justement, là, le rapport à la mort, il est très présent, puisque ce sont des histoires de vampires, très souvent. Et de l'autre côté, vous avez joué dans une sorte de pornographie de Michel Gentil, qui est très gentillette, très douce, très dans une sorte d'éducation sexuelle, quoi. Mais j'ai fait qu'un seul film Oui. pornographique avec Jean Rollin. Oui. Enfin, je ne suis pas tellement au courant, merci de me le... Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure, c'est-à-dire que la frontière entre l'érotique et le pornographique, elle n'est pas si nette que ça. C'est-à-dire que la violence, finalement, par exemple, entre ces deux films, elle est plutôt du côté de l'érotisme, enfin de ce qu'on pourrait classer dans un film d'art et d'essai. Je ne sais pas si on peut le classer comme ça, Jean Rollin peut-être pas, mais une sorte d'érotisme, de sensualité qui est liée à un ancien surréalisme qui se fait jour dans ce film. Alors que dans le film pornographique, qui serait plutôt catégorisé de cette manière-là, c'est plutôt, enfin, je sais pas comment on dirait, soft, quoi, finalement. Donc, est-ce que la barrière, enfin, la question la voici, c'est est-ce que la barrière entre l'érotisme et le pornographique, donc vous avez sûrement parlé déjà ce soir, parce que je viens d'arriver, elle est si nette que ça, finalement? Est-ce qu'on peut véritablement catégoriser la pornographie comme quelque chose de violent? Bien sûr que je ne le pense pas du tout. Enfin, je veux dire, dans certains cas, oui, mais on ne peut pas catégoriser systématiquement la pornographie comme quelque chose de violent et l'érotisme comme quelque chose qui serait exempt de violence, quoi, justement.
ou l'érotisme ou la sensualité d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est la une question définition complexe, d'un film pornographique, il est simple, hein, c'est quand on voit un pénis en érection, à partir de ce moment-là, c'est considéré comme un film pornographique. Là, je crois qu'il y a une exception, c'est l'Empire des Sens. Il y en a peut-être une autre, mais peut-être Romance. Mais sinon, après la violence, c'est aussi quelque chose de très subjectif. Et notamment dans le cinéma, certains vont trouver des films très violents, d'autres vont pas être touchés par cette violence-là. Enfin, je veux dire, la violence, elle est très subjective, comme d'ailleurs comme l'excitation sexuelle, hein. Donc après, moi j'ai eu la chance de connaître très bien Jean-Jacques Pauvert, qui a écrit un livre formidable sur la censure. Et j'ai tendance à penser comme lui, quoi. Si on commence à vouloir censurer, on s'en sort pas, quoi, parce que il y aura toujours quelqu'un qui voudra censurer encore plus et encore plus et encore plus. Donc moi, je suis vraiment de manière très épidermique contre la censure. Et de toute façon, c'est pas la solution, la censure. Et je peux poser une autre question du coup pour Faites-vous. rebondir sur ce que vous venez de dire justement. Justement, vous avez peut-être lu les ouvrages de Ruan Ogian. Alors, Ça me dit quelque chose, mais je Bon, il est décédé il y a un an. C'est un philosophe qui justement va dans le sens de ce que la personne avant moi a dit, c'est-à-dire que on peut pas, enfin, la morale ne peut être limitée que par ce que l'on fait à autrui, pas parce que l'on se fait à soi-même. C'est une morale en quelque sorte libérale, en quelque sorte. Bon, enfin, je veux pas. Bon, c'est pas. Vous connaissez pas, donc je vais pas. Non, mais je pense que pour revenir sur la question de la morale, je pense qu'on ferait mieux de parler d'éthique, parce que l'éthique, ça a du sens pour tous, parce que la morale, c'est pareil, on rentre tout de suite dans quelque chose de subjectif. Oh ben, Monsieur. voilà. Allez, une petite dernière question. Et nous arrêterons cette rencontre. Bon, ça serait même pas une question. Voilà, c'est par rapport à tous les sujets qui ont été abordés ce soir. Bonsoir d'abord. Donc, on a parlé de la période cinématographique, où là, vous aviez dit qu'à l'époque, vous aimiez vraiment être devant la caméra et qu'il y avait une sorte d'exhibitionnisme chez vous qui vous a aidé à vous construire. Ensuite, donc, la radio, où là, il reste de vous quelque part que la voix, vu qu'on ne vous voit plus, on vous entend. Et là, vous avez dit que votre fantasme aujourd'hui, ça serait d'écrire. Donc là, il ne resterait plus que le rapport à la page, donc presque une sorte d'effacement. Je vais terminer dans un couvent, hein. Voilà, c'était plus peut-être la question de la fluidité du parcours de tout ça. Est-ce que vous y voyez une logique, un cheminement personnel, des liens aussi entre cinéma, radio, écriture, ou c'est vraiment justement votre parcours qui vous amène à désirer peut-être de vous effacer? Vous savez, je crois que quand on a besoin de se montrer, ou quand on a besoin de se mettre en avant, c'est quelque part on n'est pas encore en paix avec soi-même. Et je pense que par certains côtés, je suis assez en paix avec moi-même. Et donc, me montrer, ça n'a pas, enfin, ça ne m'enrichit pas vraiment sur un plan personnel. Alors après, ce que j'aime à la radio, c'est pas d'être la femme qui parle à la radio, c'est tout ce que je peux transmettre et tout ce que je reçois en retour des auditeurs qui me remercient. Ça, c'est quelque chose qui donne du sens, parce que c'est de l'amour au sens profond du terme. Mais d'ailleurs, j'ai refusé de faire de la télé.
comment dirais-je, comme je dis toujours en plaisantant, demain je meurs, on parlera de moi au journal de 20 heures, donc après, le reste, j'ai acquis la notoriété que je pouvais rêver quand j'avais 20 ans, donc le reste, il faut que ça me fasse plaisir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, comment vous vivez ce genre de rencontre? Bon, là, c'était quand même assez particulier. Bon, même moi, je suis un peu mal à l'aise, mais c'est pénible pour vous, ce genre de rencontre? Oh, c'est pas C'est- spécialement ouais. agréable, mais j'entends surtout le mal-être et la violence de ceux qui m'agressent. Donc, j'ai plus envie de les plaindre que de les blâmer. Et juste une mini question pour finir, c'est par rapport à l'écoute, du coup, vu que bon, c'est quand même la radio, c'est votre voix, mais c'est aussi de l'écoute et de l'empathie aussi. Est-ce que quelque part, le cinéma, c'était aussi de l'écoute? Ah non, ça n'a rien à voir, je l'ai dit suffisamment. Moi, le cinéma, c'était vraiment de m'exhiber, de me montrer, c'était pas du tout. Enfin, il y avait. Oui, c'était vraiment une autre partie de ma vie. J'en suis loin. Comme Merci quoi, beaucoup. on peut toujours s'améliorer, hein. Bon, ben voilà. Ben merci à vous et merci à Madame Brigitte Lahaye. Merci beaucoup.